Je dois juste faire attention à la manière de manipuler les choses. Et donc maintenant, je vous revois, c'est parfait. Et donc, vous voyez le début de ma présentation. Et dans la présentation, ben voilà, retrouver le vivant en soi, c'est le titre que j'avais envoyé. J'avais quand même envie de dire en soi et autour de soi, évidemment. Et en même temps, le autour de soi me gênait parce que c'est un peu enfin il y a ces dimensions centriques sur soi, en dehors de soi. Je vais y revenir. Mais le vivant est partout. Nous sommes interreliés. J'y reviendrai aussi. Je vais tout de suite. Eh oui, et là, c'était juste. Est-ce que tout va bien? Oui. Vous donner un peu contexte et orientation. Donc voilà, je suis, comme vous l'avez entendu, professeur en éthique et spiritualité. Je suis un chercheur impliqué dans ma recherche. Et vous aurez compris, je suis pas exactement un exégète. Donc au début, on peut biffer exactement. Cet adverbe était inutile. Je ne suis pas un exégète. J'aime la théologie biblique, mais je vais pas vous parler vraiment de la dimension biblique sur l'écologie ce soir. J'ai fait ma théologie en systématique, on dit, ou théologie fondamentale. Et donc, ça va osciller entre l'éco-théologie et l'éco-spiritualité. J'ai voulu aborder, je parle souvent d'éco-spiritualité, j'ai tellement de choses à vous dire ou à vous partager. Mais je suis conscient que je vais peut-être en frustrer une ou deux personnes parmi vous qui s'attendraient à avoir des références bibliques sur la question écologique. Sébastien Doane pourra beaucoup mieux le faire que moi. Euh, voilà. Je dis, j'ai bref, j'ai j'ai juste un mini doute. C'est bien Sébastien, tout d'un coup. C'est, bref, c'est pas grave. Mon approche hybride, analyse critique, théorisation, normativité. Le but ici ce soir, penser la crise écologique sous l'angle du spirituel et de manière critique. Là, voilà, il y a juste un mini ajustement que je vais faire au niveau de euh, de comment je suis installé. Et ben voilà, je l'oriente de manière très chrétienne. Des fois, je fais une autre présentation qui est beaucoup plus large, ou beaucoup plus neutre, ou beaucoup plus distanciée. Mais là, comme on me demandait au départ de parler d'écologie intégrale, ben évidemment, je vais aussi aborder cette question-là. Concrètement, donc on va parler un petit peu du spirituel. J'aimerais vous parler de l'éco-psychologie, qui est pour moi le lieu de l'éco-spiritualité où je me sens le plus à l'aise d'en parler. Il y a plusieurs formes d'éco-spiritualité, je pourrais revenir là-dessus. Mais donc moi, ça va être surtout sur autour de l'éco-psychologie et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça nous permet de penser de manière assez profonde les enjeux au niveau spirituel. Et donc, j'aime bien parler d'abord de gratitude. Ensuite, la question des éco-émotions. Là, je veux pas trop, enfin, chacun de ces thèmes est vraiment fascinant. Et puis, finalement, changer de regard sur le monde ou changer de logiciel, aborder ces différents thèmes que sont la déconnexion ou le dualisme entre nous et le vivant, la question de l'anthropocentrisme, la question de la marchandisation, la question de l'interdépendance. Et malheureusement, imaginaire, rôle de l'humain, enfin, rôle de l'humain, je l'ai mis dans anthropocentrisme, j'aurais dû modifier cette diapositive. Les imaginaires, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder ça. Et puis, aller de l'avant, je suis pas sûr non plus qu'on ait vraiment le temps d'aller très loin pendant la présentation, mais ça me fera très plaisir d'en parler après dans la discussion. Donc, c'est pas du tout exclu. Mais voilà, le menu est énorme. En fait, j'ai comme un gros buffet. J'aimerais vous faire goûter à tout. Et puis après, le problème, c'est que vous aurez plus faim et vous serez stop, stop, stop. Et donc voilà, c'est un défi pour moi à chaque fois d'arriver à synthétiser, de pas vouloir trop donner, alors que voilà, à un moment donné, bah, vous m'entendrez en parler aussi de la sobriété, de l'auto-limitation, des vertus en écologie qui sont extrêmement importantes. Voilà, donc ça peut être frustrant, mais on peut le vivre comme une ascèse. Et puis voilà, la sobriété dans le bon sens du mot.
Pour rester au niveau théologique, je me suis permis de revenir beaucoup sur cette lettre encyclique Laudato Si, dont on fête le 10e anniversaire cette année. Ce sera au mois de mai ou avril, hein. Je pense que non, 24 mai, 24 mai qu'elle a été publiée, cette encyclique, qui est une encyclique absolument phénoménale à mon sens, qui a des intuitions, remet en question sur un plan théologique et spirituel des, des, pas des acquis, mais des idées qu'on prend pour acquis et qui doivent être mis en question. Et on la lit pas assez, on la travaille pas assez. Donc, si vous faites simplement Laudato Si, Pape François, Vatican ou .va, vous retrouverez tout de suite cette lettre encyclique en ligne et je vous recommande vraiment sa lecture si c'est pas déjà fait. Elle est très facilement lisible et elle est extrêmement riche, comme je vous dis. Contexte d'émergence de l'éco-spiritualité. Pourquoi on parle d'éco-spiritualité aujourd'hui? Pourquoi on en parlait peut-être moins avant? Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste faire un mini point sur la question du temps pour bien paramétrer mes choses. Francis, 2 petites secondes. Là, je vois que moi, j'ai commencé mon diaporama il y a 6 minutes. Est-ce que j'avais 50 minutes, 55, une heure, c'était quoi le format à peu près? Environ 50 minutes, Xavier. 50 minutes. 45-50, quelque chose comme ça. Oui. 45-50. Merci Oui. pour le rappel. Bien. Donc voilà, une autre qualité de l'écologie, c'est de ralentir. Et malheureusement, je vais pas faire tout à fait ça ce soir, mais un peu quand même. Mais bref. Donc le contexte d'émergence, c'était juste pour vous rendre attentif au fait que dans nos pays du Nord industrialisés, la pensée néolibérale, on appelle ça le système CPC ou ECPC, E pour extraction des ressources des matières premières, C pour la consommation, P pour pour le productivisme, enfin le consumérisme, le productivisme et finalement le croissancisme. C'est quatre lettres, quatre poncifs de l'économie néolibérale qui font extrêmement du mal à la planète. Extractivisme, consumérisme, productivisme et croissancisme. Le paradigme, enfin la question technocratique, matérialiste, individualiste, on a des critiques sur ces différentes facettes de la modernité depuis 100 ans que des critiques récurrentes viennent et viennent avec cette critique de la modernité apporter, bon, je vais y arriver, un désir de quête de sens. Parce que, en plus de ça, donc la modernité apporte la sécularisation, la délégitimation des institutions religieuses, et donc on observe une augmentation de l'intérêt pour les traditions de sagesse ancestrale, et du coup aussi néopaganisme, néo-chamanisme, ce genre de questions. Et puis, un enjeu aussi de réenchantement du monde, la question d'une resacralisation du lien à la nature, au vivant. Ça, c'est les quelques raisons. C'est pas forcément exhaustif, mais j'essaie d'aller le plus large possible. Plusieurs raisons qui expliquent cet intérêt aujourd'hui pour l'éco-spiritualité sans dire l'intérêt, ce qui fait émerger l'éco-spiritualité. Et puis, finalement, il faut pas oublier que le monde est beau. Et donc, on peut critiquer, on peut se lamenter sur la destruction, mais l'éco-spiritualité, c'est aussi la louange, c'est aussi la contemplation, c'est aussi le désir de dire, mais regardez comme notre planète est belle et comment on peut en prendre soin. Au niveau un peu comment on place l'éco-spiritualité dans la question de la transition écologique. Comment on va, il y a une vraie question sur l'utilité de l'éco-spiritualité pour amorcer une transition écologique dans le monde. J'aime beaucoup ce cadran, les 4 cadrans de Ken Wilber, parce qu'il vous montre finalement que il y a un plan collectif et un plan individuel, et un plan intérieur et un plan extérieur. Et si on croise les deux, comme vous voyez sur le schéma,
on peut voir que finalement l'éco-spiritualité se retrouve d'abord dans l'individuel intérieur. C'est dans mon individualité comme personne que je peux changer des choses et que ça peut infuser sur les trois autres cadrans. Donc, c'est pas de dire que ces quatre cadrans sont hermétiques les uns aux autres. Il y a une forte porosité. Mais c'est pour comprendre qu'il y a un travail à faire dans chacun de ces quatre cadrans, mais c'est pour comprendre que ici, la focale va rester sur l'individu dans sa dimension intérieure. Quand on parle de spiritualité, c'est souvent ça. Et donc, première citation, à chaque fois que je mets une citation de Laudato Si, je vous ai mis ce petit dessin sur lequel je reviendrai plus tard, en haut à droite de l'écran. Mais la vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique et comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence, cette technique. On pense l'existence en fonction d'une technique ou d'une science. Et et ce qu'ajoute le pape François, c'est que divers symptômes apparaissent qui montrent cette erreur de penser le monde uniquement à partir de ce paradigme technique. Et on remarque dégradation de l'environnement, l'angoisse, la perte de sens et la perte du sens de la cohabitation également. C'était un petit aparté, mais je reviens sur la question de l'agir au niveau de la transition écologique. Si on préfère à Gandhi, disait à ses concitoyens, pour lutter contre l'envahisseur, pour sortir de ce colonialisme, il y a deux méthodes, dire non et dire oui. Dire non aux forces mortifères, à tout ce qui détruit, à tout ce qui nous emprisonne, nous enferme, nous, et oui aux alternatives, au niveau écologique, donc qui protège, font survivre la vie, au niveau colonial, qui nous libère et qui nous rend plus autonomes. Et donc voilà, résister, s'interposer, c'est une chose, construire, alimenter les alternatives, c'est autre chose. Mais il y a une troisième option qu'on oublie au niveau écologique. Gandhi, pour son projet d'indépendance, il y avait le non et le oui. Peut-être la troisième option aurait été cette discussion politique aussi avec avec l'empire colonisateur. Dans notre cas, la troisième option, c'est ce travail intérieur. Et ce travail intérieur, comment changer de regard et d'attitude sur le monde pour devenir le changement que l'on veut voir advenir dans le monde. Et pour se régénérer, ou trouver en soi les moyens de continuer dans la lutte ou dans la résistance ou dans l'espoir de changement. Comment j'arrive à me régénérer et non pas à me fatiguer. Parce qu'il y a un enjeu très fort au niveau d'une certaine forme de militance, de fatigue, d'épuisement, de dépression et autres. Et donc là, je vais aller vite, mais il y a un joli arbre comme ça, des racines de la résilience, qui a construit les choses en disant construire, s'interposer et régénérer en vert en bas à droite. Et c'est vraiment là. Puis après, vous avez différentes manières. Enfin, c'est pour vous dire, les chemins de la transition sont multiples. Et nous, on va rester plus dans cette régénération. Euh, une autre manière de représenter les choses aussi, c'est de montrer, c'est Charlotte Lewis qui le propose, que pour travailler la transition écologique, il y a cette strate technique, économique et politique qui est importante, mais au final, c'est la strate philosophique et spirituelle qui doivent aussi être travaillées. Et moi, mon apport ici ce soir veut se concentrer justement sur ces deux strates du dessous. Avant d'entrer trop dans, je vous ai dit, on allait parler un tout petit peu du spirituel. Voici ma définition du spirituel. S'il faut la donner en une phrase, c'est toujours extrêmement difficile. Et puis voilà, je suis un peu gêné. Enfin, c'est pas gêné. Il faut une définition pour fonctionner. Donc la mienne, ce serait le spirituel désigne un élan de vie, un intensif de relation en soi et au-delà de soi, en vue d'un mieux-être personnel et global, selon une conception du monde plus ou moins conscientisée et cohérente. Ça, c'est le petit carré vert. Et donc vous voyez, il y a finalement
trois pôles. Le pôle du lieu, l'intensif de relation, la voie, la visée, à la fois le chemin et le but, motiver un engagement existentiel éthique, et puis cette quête de sens. Qu'est-ce que je veux dire par un intensif de relation? Ben, c'est à la fois des pratiques de soi, relation à moi-même, c'est pas en soi spirituel, mais si j'intensifie, si j'entre dans cette qualité d'être avec moi-même en méditation, en prière, à marcher dans la forêt, là, il y a quelque chose de spirituel dans mon rapport à moi-même. La relation, mes expériences aussi, qu'elles soient charnelles, mentales, intérieures, elles peuvent devenir spirituelles. Et finalement, la relation, la reliance à l'au-delà de soi, aux autres communautés humaines et non humaines, enfin, à des communautés non humaines, mais aux vivants non humains. Et au-delà, la question de l'indicible, on peut l'appeler Dieu, entre chrétiens, on va dire Dieu, mais autrement, bon, certains vont dire le divin, le mystère, l'infini, le sacré, ou le souffle, mana, prana. Enfin bref, la notion de relation, pour moi, est au centre du spirituel. Et on voit avec l'écologie à quel point justement, enfin avec l'écospiritualité, avec les enjeux écologiques, à quel point justement de revenir à la relation est essentiel pour sortir de ce paradigme dont on parlait juste tout à l'heure, technocratique. Donc, premier pôle, c'était la relation. Deuxième pôle, ce travail de sens, d'unité, de cohérence. Et là, je veux juste insister sur le fait que la spiritualité n'est pas irrationnelle. Il y a un travail de rationalisation, de cohérence, de rendre compte. Et donc, il y a une rationalité recherchée. Et parce qu'il y a différents types de rationalité dans le monde. Il n'y a pas que la raison au sens moderne, scientifique, qui a le droit de s'appeler raison. Il y a cette rationalité essentielle. Et il y a aussi donc un travail d'unification, d'intégration, et voilà, je fais vite malheureusement, donc je ne veux pas trop m'étendre. Le troisième pôle, aussi dans la spiritualité, des fois on a tendance à dire que la spiritualité, c'est juste avec soi-même, et puis c'est se faire du bien, et puis toutes les discours autour du bien-être. Mais non, la spiritualité nous offre, nous devrait, en tous les cas, je peux dire qu'il y a quelque chose de normatif derrière. La spiritualité a en puissance cet appel à porte en nous cet appel à nous dépasser. Nous sommes invités à nous dépasser au nom du bonheur ou au nom de cet accomplissement que l'on recherche. J'aime bien, un peu récemment, j'entendais cette expression plutôt mourir que, mais c'est exactement ça. En quoi ou pourquoi sommes-nous prêts à mourir pour un enjeu qui nous dépasse? C'est énorme quand on va au fond de cette question-là. Euh, Pourquoi suis-je prêt à donner ma vie? Il y a des Ukrainiens qui sont à leurs frontières, ils sont prêts à donner leur vie pour leur pays, contre l'envahisseur. Nous, les chrétiens, donner sa vie, il n'y a pas de plus grand amour. Mais donc, le dépassement, dans la spiritualité, il y a cet engagement, il y a cet appel au dépassement fondamental. Et donc, éco-psychologie, je ne vous parlerai pas du travail qui est relié aujourd'hui, mais éco-spiritualité, c'est plus en lien avec les croyances, le sacré, les rituels, le travail de conversion. Du côté psychologie, c'est pas tant la psychologie au sens de ce qu'on enseigne à l'université ou si vous allez voir un psychologue, mais au sens de la psyché, comme on dit en grec, l'âme, mais là, c'est pas tant l'âme que la dimension intérieure de soi et comment il y a identité ontologique, on dit, c'est-à-dire euh, ontologique, c'est un gros mot, mais métaphysique d'une certaine manière entre moi, enfin nous les humains, et notre milieu. Ce qui arrive à la Terre, là où grandit le dualisme, grandissent les déséquilibres, et là où se restaure la reliance, la terre et l'âme guérissent également. Ce que je fais à la terre en mal, je le fais en mal à moi-même. Ce que je fais à la terre en bien, je le fais en bien à moi-même. Mais à l'inverse, ce que je fais à moi-même en bien,
je le fais aussi à la terre en bien. Si je prends soin de moi, je vais prendre soin de la terre. Ça va très loin. Je pense, je vais garder une diapositive là-dessus. Mais donc, voilà, les échos spirituels, il y avait un article en 2023, les échos spirituels, la tentative de se réconcilier avec la terre par la spiritualité. Bah, voilà, on propose, on montre les approches alternatives de l'éco-spiritualité, donc les rituels de connexion à la nature, parfois ancestraux ou ésotériques. Je voulais juste dire que ce n'est pas que ça, l'éco-spiritualité. Il y a des éco-spiritualités depuis tout le temps. Les traditions autochtones sont éco-spirituelles, je dirais, de nature. On n'aime pas trop ce mot à l'université, mais je pense que par essence, on peut le dire de la part des traditions autochtones. Et il y a aussi dans les traditions religieuses traditionnelles, si on peut dire, enfin les grandes institutions qu'on a connues en Europe, une dimension écologique forte. Là, on a François d'Assise, c'était un éco-spirituel à sa manière au Moyen Âge très fortement. Et c'est pour ça que François, le pape François, dans son encyclique, se réfère à lui beaucoup pour parler d'écologie. Donc voilà, l'éco-spiritualité, c'est plus large. L'essence de l'éco-spiritualité, je vais pas trop vous faire un historique là-dessus. Voilà, il y a des interprétations, appropriations, néo-chamanisme, néo-paganisme, des bricolages. Il y a la question aussi du féminin, enfin les écoféminismes, la question des sorcières, le féminin sacré. C'est différentes formes donc d'éco-spiritualité. Une figure qui me parle particulièrement parce elle est à l'origine du travail qui relie, c'est Joanna Macy, qui a écrit notamment Active Hope, qui est une manière de, enfin, qui est une explicitation de toute sa démarche pour garder une espérance en mouvement. Si vous voulez lire son livre en français, c'est L'espérance en mouvement. Il y avait toute une question au niveau de la traduction de ce Active Hope. Mais donc voilà, et puis c'est l'espérance, c'est pas seulement l'espoir. Mais donc j'y reviendrai, enfin si vous voulez plus tard sur Joanna Macy. Mais donc il y avait Joanna Macy et puis il y avait l'éco-psychologie. Ici on voit c'est Théodore Rojac qui a inventé ce terme. Et voilà, là c'est mon côté universitaire. Je peux pas ne pas vous dire d'où vient ce terme éco-psychologie. C'est pas forcément important ce soir. Je pense qu'on a plus envie d'entendre des choses qui nourrissent notre cœur. Mais voilà, c'est pour vous donner quelques éléments. Il est intéressant de savoir que Théodore Rojac est aussi l'inventeur du mot contre-culture. Il a The Making of a Counterculture, dont vous voyez la couverture, est sorti quelques semaines ou mois après Woodstock. Et Woodstock avait complètement marqué les esprits à l'époque. Et comment nommer ce mouvement? Et lui est arrivé avec ce livre de Counterculture. Et donc voilà, c'est aussi un Rojac qui parle de l'éco-psychologie. Et donc, en éco-psychologie, mais aussi, on le voit sur un plan chrétien, mais aussi, on peut le voir avec Thich Nhat Hanh, le pape François écrit, Oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Et donc, cette interrelation entre le psuré et l'oikos, psuré, mon âme, moi-même, oikos, l'habitat, la maison commune, qui a donné écologie, oikos. Donc, les deux sont intimement reliés. Et le problème, c'est qu'on les a séparés. Ça va être le but de ma présentation pour ce qui suit. Euh, mais Thich Nhat Hanh, qui vient de mourir il y a pas très longtemps, qui était en France, un moine vietnamien, écrivait, Ce dont le monde a besoin, c'est d'écouter en nous l'écho de la terre qui pleure. Et donc, voilà, c'est de retisser ces relations entre soi et la planète. Alors, je voulais commencer par la beauté. Et par la beauté, la question de la gratitude. Donc, contempler la Terre, pour les personnes un peu plus âgées parmi nous, enfin, vous saurez sans doute qu'en 68, avec la mission Apollo 8, quand on a eu ces premières photos de la planète, ça a lancé le mouvement écologiste. Enfin, cette photo de la Terre a été extrêmement forte.
Et derrière la question enfin, la force de cette planète, c'est à la fois l'humilité et la fragilité de cette planète. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle n'est qu'une. On n'en a pas deux. On vit tous sur cette planète. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On ne peut pas vivre de manière séparée. Et aujourd'hui, si vous allez, bon, Blue Turn Earth, le site fonctionne plus très bien. J'y suis retourné récemment et puis mais si vous faites Blue Turn Earth sur YouTube, vous avez des exercices comme ça de faire tourner, de juste contempler la Terre qui tourne depuis l'espace pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et juste la regarder. Et éteignez les lumières et juste regardez cette planète qui tourne. C'est fascinant. Et on a un tout petit peu comme ça l'impression d'entrer dans la peau d'un cosmonaute ou d'un astronaute qui, depuis sa station spatiale, peut contempler la Terre comme nous. Et donc, cette fragilité de la planète Terre, elle s'observe aussi au niveau du temps. Juste en termes de changement climatique, je tiens toujours à dire au moins ça. On observe donc le premier bloc ici, c'est 400 000, 200 000 ans derrière. Il y a de grandes variations de température. Là, on est à +2 et ça descend à -4. Et là, les dernières ici, entre -25 et à aujourd'hui, à 0, on voit que la dernière glaciation s'arrête il y a environ 15 000 ans. Et la Terre va tranquillement se réchauffer pour, il y a 10 000 ans, se stabiliser dans ce que nous, finalement, on a appelé le 0 degré. Bon, d'accord? Donc ici, on est à 0 degré, plus ou moins 1 degré de différence, mais voilà. Et aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, de 1850 à 2150, les pronostics, est-ce que c'est 2,7? Est-ce que ça va être 3? Est-ce que ça va être 4? C'est terrifiant, cet écart de température. Je sors d'une grippe. Vous avez connu la grippe, évidemment. Quand vous avez 39, 40 de fièvre, vous vous sentez pas bien. Ce n'est que +2 degrés par rapport à, si à 39, de 37 à 39, ce n'est que +2 degrés par rapport à votre température normale. Donc, quand on dit c'est important 2 degrés, c'est que c'est vraiment important. Et là où j'insiste, c'est la fragilité de ce système. 2 degrés changent énormément de choses. Ma fille, avec 40 degrés de fièvre, elle était à plat pendant toute la journée, mais à plat, +3 degrés. Et donc, et donc, pour vous donner un autre exemple par rapport à ça, quand l'Amérique du Nord était pendant l'âge glaciaire, donc il y a 20 000 ans, 25 000 ans, on était sous la glace. Et puis le lac Champlain, la mer de Champlain, c'est pas la mer, c'était une vraie mer il y a seulement 12 000 ans. Et donc on a retrouvé Félix le Beluga à Saint-Félix-de-Valois parce que c'était la mer il y a 8 000 ans. Et donc voilà, à Montréal, c'était comme ça. Et bref, avec ce réchauffement, les forêts ont bougé et puis la végétation a monté, mais il y a seulement 10 000, enfin entre 15 000 ans et 10 000 ans. C'est fascinant, comme c'est tout récent. Et donc aujourd'hui, voilà, notre planète, c'est devenu ces endroits magnifiques. Et comment on peut avoir cette gratitude? Comment on peut avoir cette reconnaissance devant cette création si fragile? Voilà, ça c'est quelques photos. Et donc voilà, François d'Assise, loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. C'est vraiment comment être dans cette dimension de la reconnaissance avec, on pense que tout nous est dû ou que tout va de soi, alors que non, tout est don, mais ça nous est pas dû. Et donc voilà, les joies sociales et les émerveillements. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait de ça? La planète, donc l'Anthropocène, la planète sans qu'il y ait l'humain, et avec l'humain,
ça devient très imbibé. Je veux pas trop vous embêter avec tout ça. Je voulais juste poser cette question que j'adore. Pourquoi, lorsqu'on détruit un chef-d'œuvre créé par l'humain, c'est du vandalisme, et quand c'est la nature, on appelle ça du progrès? Quel est ce logiciel qui explique une telle incapacité de prendre soin du vivant comme on essaye de prendre soin de nos tableaux? Et donc, c'est exactement cette question que posent ces manifestants qui vont jeter de la peinture sur des tableaux très fameux. Alors, vous inquiétez pas, les tableaux sont protégés. Il y a, il y a pas eu, c'est symbolique, mais il n'y a pas eu de violence contre ces œuvres d'art. Mais donc, voilà, pour François, le paradigme technocratique est devenu tellement dominant qu'il est très difficile de faire abstraction de ses ressources. Et finalement, son analyse que je partage est que l'humain a cherché à tout englober, en possédant la technique, a cherché à tout englober dans cette logique-là. Et donc, plutôt que d'être dans une visée d'utilité qui ne serait pas forcément bien, mais ou de bien-être, c'est la domination. Une domination au sens le plus extrême de ce terme. Et là, pour revenir à une évocation de Francis au début de cette intervention, ben on le voit avec un Donald Trump ou un Elon Musk. Ils sont à fond, et puis les décrets que vient de signer Donald Trump sont à fond dans cette culture de la domination technocratique où on va extraire, on va écraser et on va utiliser pour soi sans du tout penser à la question de l'interdépendance et au bien-être évidemment de ce qui est recherché, des sujets ou des êtres qui sont en face de soi. Ça, je vais pas. Je voulais juste vous dire. C'est quand même fou que le World Economic Forum, donc c'est à Davos, qui réunissent tout bientôt fin janvier, l'année dernière, ou il y a 2 ans, calculait, il y a les risques à court terme, c'est la mésinformation, les événements météorologiques extrêmes, mais la polarisation, la cyber-insécurité ou sécurité, tout ça. Bref, ça, ce sont les risques à court terme, mais à 10 ans, donc à long, moyen terme, on dira plutôt, on reconnaît bien que les quatre premiers, c'est la question climatologique avec ces événements extrêmes et le changement climatique, la question de la biodiversité, la question de ne pas avoir assez de ressources et la question de la pollution qui arrive en 10e position. Je suis un peu surpris qu'elle soit si bas. Mais on sait, et je vous répète, World Economic Forum, Davos, on est dans la logique néolibérale dont je vous parlais au départ. Si vous suivez un peu la politique en France, François Bayrou vient de faire son discours il y a un jour ou deux sur non, peut-être un peu plus sur l'état de la France. Il n'a pas parlé d'écologie. Enfin, apparemment, 1 minute sur 90 en 2025, alors que à 10 ans, c'est ça le danger le plus fondamental pour notre bien-être collectif. Voilà, qu'est-ce qui nous attend, dans quel ordre, on ne sait pas trop. Les émotions difficiles, là je vais juste aller un peu vite là-dessus, mais voilà, on peut se dire, mais tout va bien, les scientifiques recommandent de limiter, mais non, ça fait 20 ans que j'entends ce discours et c'est toujours rien passé. Ben voilà, je trouve cette image tellement évocatrice. On peut rester dans cette illusion-là. Et je pense qu'on arrive à un tipping point où on verra. Mais ça, c'est une mentalité. Une autre, c'est de se dire, voilà, la high-tech nous sauvera. Tout va bien. On aura cramé la planète, mais ça- c'est c'est- c'est beau. Et puis, on peut se dire, bon, à quoi bon m'engager? Et puis, je m'en foutisse. Mais la réalité, c'est que beaucoup, et parmi les scientifiques, c'est très fort, il y a cette éco-anxiété. Donc, vous connaissez la question de l'éco-anxiété. Enfin, vous en entendez parler. Je veux
je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais entre les angoisses, le désespoir, l'aquabonisme, le refus de faire naître des enfants, la dissonance cognitive et compagnie, euh, comment on fait avec ces émotions qui sont extrêmement difficiles? Et donc, on retrouve avec l'écopsychologie l'importance de les entendre, ces émotions. Et avec le travail qui relie de Joanna Messi, de composter ces émotions. C'est-à-dire que de faire je reviens tout en arrière, ici, de faire de la tristesse, la colère, le désespoir, euh, des, des, des moyens d'avancer. Là, je... Et donc, on voit que les émotions au niveau, voilà, au niveau cognitif ont beaucoup plus d'importance que ce qu'on pensait. Donc, pour Franz de Waal, l'empathie, enfin, les émotions sont notre boussole. Après, il y a un danger d'utiliser les émotions dans certains cas. L'erreur de Descartes de Damasio en parle aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup parler des émotions, mais malheureusement, je vais pas trop en parler ici. Mais une étudiante écrivait, j'aime beaucoup sa remarque, si la reconnaissance des émotions dans le milieu universitaire et la prise en compte d'une conscience émotionnelle critique est évidée en tant que résultat d'apprentissage, cela donnerait aux étudiants les moyens d'utiliser adéquatement la force des émotions comme une motivation supplémentaire face aux changements climatiques. Parce que le- pour le changement, il y a quatre choses. La vision, avoir les ressources et l'énergie pour passer à l'action. Si j'ai pas l'énergie, je passe pas à l'action. Et si je suis donc apathique, je suis pas capable d'avancer. Le génie de l'écopsychologie, c'est de retrouver la force de l'émotion. Et donc, on le voit au niveau étymologique, s'émouvoir, l'émotion, c'est le mouvement, l'émotion. Et littéralement, hein, c'est l'émotion, ce sont les émotions qui nous font bouger aussi, pas seulement. Voilà, ça c'était la question émotionnelle. Maintenant, changer de logiciel. Je vois que quand même, j'ai essayé de faire bien vite, mais euh, je vais faire vite sur la question de l'écologie intégrale au début ici, mais la protection de la nature, bon, les défis à repenser en écothéologie, il y a en quatre, on pourrait dire, il y a quatre plans. Le défi cosmique, philosophique, le défi anthropologique, le défi éthique, le défi social et politique. La question de l'écologie intégrale, c'est de mettre tous ces éléments ensemble. La manière la plus simple de résumer l'écologie intégrale, c'est de dire tout est lié. Intégral, systémique. Tout est ensemble lié. On ne peut pas bouger quelque chose sans que ça n'influence autre chose. Et donc, quel rapport entre Dieu et le cosmos comme entité? J'y reviendrai un peu, mais la valeur intrinsèque des créatures. Comment penser une cohabitation? La question anthropologique, l'anthropocentrisme, quelle place fonction de l'humain, les défis éthiques, vertus et bon, la question des imaginaires et puis défis sociaux et politiques. Qu'est-ce que c'est que le progrès et le bien-être? Je reviens. Ça, c'est un peu une diapositive qui annonce ce que j'espère pouvoir vous dire dans les minutes qui me restent. Donc voilà, ce petit dessin que vous voyez quand je cite une phrase de Laudato Si, ça vient de Laudato Si Goals qui ont répertorié finalement sept buts pour dans la perspective de cette écologie intégrale. Donc répondre the cry of the earth, le cri de la terre, répondre au cri des pauvres, la question économique, la question des comportements, des lifestyles, des manières de vivre, question de l'éducation, de la spiritualité, et puis finalement l'engagement communautaire. Et donc, la crise écologique, et voilà le, le postulat qui me semble extrêmement fort et important, c'est la crise écologique est l'éclosion
ou une manifestation extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité. C'est pour ça que je vous montrais au début les strates philosophiques et spirituelles. C'est là où on doit travailler pour que ça puisse changer au-dessus. Et donc, il n'y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau, dans le sens, sans une anthropologie, une manière de comprendre l'humain adéquate. Et donc voilà, une jolie citation de Laudato Si. Et puis de comprendre une des forces de Laudato Si, ça a été de montrer, on le disait déjà avant, mais vraiment, le pape François a réussi un tour de force à montrer qu'une justice écologique ne va pas sans une justice sociale et vice-versa. Une justice sociale ne va pas sans une justice écologique. Et donc, mettre en opposition les intérêts de la Terre, de la planète et les intérêts des pauvres, ça ne marche pas. Il faut trouver des solutions qui sont dans une conjonction de ces intérêts-là, dans une convergence, enfin, et donc paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés qui ne pourront pas être mis à part pour être traités séparément, sous peine de tomber de nouveau dans le réductionnisme. Et c'est ça l'enjeu qui est si difficile pour nous modernes, c'est qu'on a l'habitude de, et je le fais régulièrement à l'université, de subdiviser les problèmes. Et puis en les subdivisant, du coup, je les sépare et éventuellement, je mets des frontières presque hermétiques l'une à l'autre. Ça ne marche pas. C'est pour ça que la pensée systémique aujourd'hui est si importante et on essaye de la développer. Et puis pareil, on parle d'interdisciplinaire ou de transdisciplinaire. Il faut cette porosité et cette, j'allais dire, contamination. Le mot dérange parfois, mais cette manière d'être en je cherche un autre mot que contamination, plus positif, mais c'est pas grave. Cette pollinisation, on pourrait dire, cross-pollination, cette interpollinisation, de pouvoir se nourrir et s'inspirer mutuellement. Et donc, voilà, c'était un autre exemple. Et j'aime bien rappeler que dans tout est lié, c'est pas seulement tout est lié, mais tout est donné, tout est fragile, tout est beau, et tout a une valeur unique. Et donc, il y a une dignité absolument fondamentale à trouver. Donc là, je vais essayer d'être très vite parce que je vois que ça fait déjà 43 minutes que je parle. Cette déconnexion avec ce qu'on appelle le dualisme, c'est de pas voir que finalement, typiquement notre définition de l'économie, elle est hors sol. Là, généralement, je prends le temps. Dites-moi quel est le problème avec cette définition. C'est la définition du petit Robert. Donc, c'est totalement commun comme définition que j'ai encerclé en rouge au numéro 3. Mais il n'y a pas les externalités. C'est-à-dire qu'on parle d'économie circulaire au numéro 4, mais en fait, il n'y a pas seulement dans la définition 3 la question de la production, distribution et consommation. Il y a l'extraction au départ, et puis il y a qu'est-ce qu'on fait des déchets à la fin. Ce n'est pas dans notre définition de l'économie. Nous vivons hors sol. On peut, on pense de manière complètement absurde vivre avec des ressources illimitées et on pense ne jamais pouvoir vraiment polluer. Et donc, c'est un économiste prix Nobel en 87 qui le disait déjà après avoir lu Limits to Growth. Il disait, mais en fait, non, on peut y aller dans cette... Enfin, il n'y a pas besoin de ressources. Mais bref, je vais pas faire long, mais c'est pour vous dire, cette déconnexion, moi, quand j'étais petit, je marchais dans les rues de Montréal et j'adorais regarder les voitures. J'ai cherché des vieilles voitures comme ça sur Internet. Et juste à leur carrosserie, être capable de dire c'est une Volvo, c'est une Ford, c'est une Mazda, c'est une Porsche, juste par leur forme. Mais on m'aurait demandé, est-ce que tu es capable de reconnaître tel arbre par sa forme, ça... Non, complètement déconnecté.
Et donc nos imaginaires déconnectés. Quand on regarde ces images, elles sont où les plantes? Ils sont où les animaux? On peut vivre sans le vivant. C'est ça notre mythe. Et cette mythe-là, ce mythe-là, cette déconnexion-là est l'une des raisons fondamentales qui explique notre crise écologique actuelle. Et donc voilà, comment imaginer, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, la masse de tout ce qui est minéral a dépassé la masse végétale. C'est des scientifiques extrêmement sérieux qui ont fait les calculs. Et donc voilà, on déforeste, on continue, et on se rend compte aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, qu'on peut parler de Nature Deficit Disorder. Il y a des enfants qui vont mal parce qu'ils sont plus en contact avec le vivant, qui vont mal à cause de cette déconnexion. Et le deuxième gros problème, c'est l'anthropocentrisme. J'essaie quand même d'avancer un tout petit peu, Francis, tu m'avais dit 45, mais j'avance un peu, si tu permets, ouais. Je vois que tu dis oui. C'est bon. La question de l'anthropocentrisme. J'adore cette phrase et cette image. Ce n'est pas le chevreuil qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt. La route qui traverse la forêt. Et nous, en voiture, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce chevreuil sur la route? Non, qu'est-ce qu'elle fait cette route dans la forêt? Pour vous donner un autre exemple, donc véridique, des dauphins perturbent une finale de championnat de jet ski. On n'a pas idée de dire que le championnat de jet ski perturbe des dauphins. C'est ça notre anthropocentrisme. Notre imaginaire qui nous fait dire que nous, les humains, on a le droit à tout et on est partout chez nous. Et on peut pousser le vivant, les animaux, les plantes et tout, sans faire jamais attention. Portez juste attention à ce mot, attention. Comment être attentif? Quel soin? Et donc voilà, là c'était des exemples sur quand on voit une agriculture intensive ou qui permet justement on porte soin aux vivants et pas seulement à nos besoins d'agriculture intensive, bah tout de suite il y a plus de vivants qui sont avec nous. Euh, J'aime bien parler du plastique, mais bon. Vous connaissez peut-être, vous irez écouter Matrix encore, mais où on traite l'humain de disease. Je ne sais plus quel mot il utilise. Si vous êtes un cancer ou une bactérie, non, un virus. Vous êtes un virus sur cette planète et si on vous enlève, la planète ira mieux. Est-ce que c'est ça? Quel rôle? Et donc, j'ai oublié de vous mettre le nom, mais ego, écho et théo. Est-ce que l'humain est finalement serviteur, intendant? Euh, la question du néo-darwinisme, là aussi, je m'amuse à poser la question. Est-ce que vous pensez que nous descendons du singe? On a tous entendu ça, sans doute, dans nos classes. Et puis, je vous ferai lever la main, et puis je pense que j'en aurai beaucoup qui disent, bah oui, on descend du singe. Mais non, on descend pas du singe. On est des cousins du singe. Mais la vérité, c'est... Ah, j'ai pas gardé... Bon, j'avais une autre slide, mais la vérité, c'est que on est tous cousins et on a tous le même ancêtre. Euh, Non, il est ici. Et donc, chez les primates, et donc on a plus de proximité, nous les humains, avec les chimpanzés, que les chimpanzés n'ont de proximité avec les gorilles. Les chimpanzés sont plus proches de nous génétiquement que des gorilles. Et donc, voilà, c'est ce néo-darwinisme qui nous a raconté un peu toutes ces histoires. Mais donc, quel rôle, quel statut pour l'humain? Gérer, servir, célébrer, participer à l'équilibre du monde, ce sont de vraies questions. Et donc, personnellement, ici c'est important, les écosystèmes ne se porteraient pas forcément mieux sans l'humain parmi eux. La question, c'est comment on joue un rôle dans cet écosystème et comment on pense la relation. Mais donc, on peut être un élément contributeur ou un élément perturbateur.
mais contributeur. On le voit dans plusieurs écosystèmes, dans certaines populations autochtones. L'espèce humaine contribue à son écosystème avec les autres espèces, comme les abeilles. Et donc, voilà, question fondamentale. Puis j'aime bien, chez les autochtones aussi, ça m'inspire beaucoup, rituel nécessaire pour assurer l'équilibre du monde. Et donc, quand en christianisme, on parle de l'humain médiateur entre la nature et le divin, faire le pont entre le ciel et la terre, le point de rencontre. Enfin, je pense qu'il y a des choses à creuser là au niveau d'une éco-spiritualité chrétienne, mais je n'irai pas plus loin. L'avant-dernier point, très rapidement, c'est la question de la marchandisation, où juste ça va avec le dualisme, mais c'est de comprendre que voilà, on s'est mis au centre et puis on voit les animaux comme du bétail. Et juste, c'est pas sur cette slide-là, mais il y a aujourd'hui 36% d'humains sur Terre et 60% de bétail, alors qu'il y a 10 000 ans ici, il y avait seulement 3% d'humains sur Terre et 97% d'animaux sauvages. Et donc là, les animaux sauvages sont descendus à 4% et 60% restants, c'est ce qu'on appelle le bétail. Ça aussi, comment on chosifie le reste du vivant et comment ça nous déshumanise derrière. Euh, et donc, oula, pardon. Et donc voilà, là, c'était des exemples d'impact de l'humain. Mais voilà, cette chosification est vraiment problématique nous considérer l'être humain comme un sujet qui ne peut jamais être réduit à la catégorie d'objet. Mais derrière, il y a la question de si je considère l'autre comme un objet, je fais de moi un objet, je me déshumanise moi-même, dira Buber. Et donc c'était la dernière question sur l'interdépendance ici. Mais là, je veux vraiment pas trop prendre de temps supplémentaire, donc je vais quand même m'arrêter, je crois. Je veux juste voir sur voilà, ici au commencement était la relation, parce que pour moi c'est essentiel. Donc c'était Martin Buber qui écrivait ça en 1923 dans son livre Ifundu, qui est Je et tu en français, la relation au cœur de la vie. Et c'est la relation qui génère la vie. Et de comprendre aussi que la vie est elle-même générée par la relation. Et donc, l'enjeu derrière, c'est bon, de voir que la vie émerge et dépend des écosystèmes et que la vie vient de cette toile de vie. Mais donc, je fais celle-là et puis je reviens à l'autre. L'enjeu n'est pas d'habiter la Terre, mais de cohabiter sur Terre. Et donc cette phrase de Baptiste Morisot, qui est un philosophe que j'apprécie beaucoup, le problème de notre crise écologique, c'est un problème d'habitat. Et donc c'est comment on arrive à cohabiter avec les autres espèces. Et pour François, pour une relation convenable, euh, on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Et donc, c'est de trouver comment, là encore, ce triptyque entre avec Dieu, avec les autres humains et avec le monde, l'oikos, la planète que nous devons arriver à vivre. Et donc, c'est vivre avec. euh, et l'enjeu fondamental, c'est comment j'arrive dans cette vie à être avec les autres, dans ma relation avec les autres. Je suis désolé, j'avais plus calculé 55, 60 minutes que 45, donc mais voilà, il est quand même que 8 heures et donc on a du temps pour la discussion. Mais c'est la dernière, enfin, c'est
il y avait celle-là et puis juste la diapositive suivante sur l'écologie intérieure. Faire le ménage en soi aussi de ses désirs dégradés, mais je vais y revenir plus tard. Mais on peut clore ici pour la question de la présentation, de comprendre nos interdépendances et que dans ces interdépendances, vivre avec est essentiel et l'enjeu essentiel pour trouver, enfin pour aller de l'avant sur la crise, enfin les questions de transition et de crise écologique actuelle. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'espère que j'ai pas été trop confus ou autre, mais je me réjouis d'entendre vos questions.